Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide de Washington. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, en ce lundi 16 septembre 2019, à la une de l'actualité ce soir. Jusque-là, la plupart des attaques aux drones visant des sites stratégiques sur le territoire saoudien ont échoué. Cette fois, c'est le géant pétrolier étatique Aramco qui était la cible, poussant le royaume à arrêter la moitié de sa production, soit 5% de la production mondiale. Les Houthis du Yémen ont immédiatement revendiqué, mais Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, a plutôt mis en cause l'Iran. Une accusation confirmée ce lundi par la coalition internationale dirigée par l'Arabie saoudite. Pour certains experts, l'implication de l'Iran ne fait aucun doute. Donc ils les soutiennent. Ces drones sont des drones de conception iranienne, fabriqués au Yémen, oui, mais ils sont de conception iranienne et il est très naturel que les Yéménites cherchent des armes. Le président Trump, qui n'exclut toujours pas de rencontrer son homologue iranien lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a néanmoins déclaré que Washington était prêt à passer à l'action. L'Iran, qui a nié toute responsabilité, met en cause les actions dévastatrices de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen. Le Yémen est sous attaque depuis 5 ans, causant beaucoup de morts et des enfants sans abri. Ces attaques en Arabie saoudite sont les résultats de 5 ans de guerre contre les populations sans protection et qui est la cause de l'insécurité dans la région. Ce qui avait démarré en 2014 comme une guerre civile entre factions se disputant le pouvoir au Yémen s'est internationalisé en 2015 pour devenir la pire crise humanitaire au monde selon les Nations unies. Course-poursuite ce lundi matin dans les rues de Ouagadougou entre manifestants et policiers. Ceux qui étaient sortis pour dénoncer la malgouvernance, l'impunité, le terrorisme ne pourront pas mener cette marche. Nous avons été gazés par les forces de défense et de sécurité. Il faut le dire, c'est très malheureux. C'est très malheureux si nous connaissons comment ce régime est venu en place. Et suite à des marches et à des marches pour qui ils sont qui les a menés aujourd'hui au pouvoir. Ils nous ont lancé le gaz jusqu'à la bourse du travail. Et c'est vraiment décevant. Parce que ceux pour qui nous luttons aujourd'hui, c'est ces mêmes-là qui sont en train de nous chercher. Une marche donc réprimée. Les organisateurs estiment que le pays va mal et l'État les empêche de manifester. C'est tout pour dénoncer la malgouvernance. C'est pour dénoncer l'insécurité dans le terrorisme. C'est pour dénoncer le pillage des ressources nationales. C'est pour dénoncer le fait que les travailleurs et les populations sont dans des conditions intenables. C'est pour dénoncer l'expropriation des terres des paysans. C'est pour dénoncer la violation des libertés. Mais quand on empêche une voix de dénoncer tout cela, ça veut dire qu'on est la preuve patente de ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait bonne gouvernance. Cette marche de lundi matin est illégale, avait annoncé le gouvernement. Mais les responsables syndicaux, les organisations de la société civile entendent rébelloter dans les jours à venir. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Une abstention-sanction s'est dessinée dimanche. Les élections étaient dans toutes les conversations. Les interviews politiques ont été très suivies, mais la classe politique n'a pas réussi à gagner en crédibilité auprès d'un électorat lassé des guerres de clans et stratégies politiciennes. Par rapport à 2014, nous remarquons qu'à peu près on a les mêmes chiffres au niveau constat d'infraction, mais grosso modo, c'était mieux passé qu'en 2014 au niveau organisation et au niveau respect des procédures. Le taux de participation est d'environ 45%. C'est un ras-le-bol d'une classe politique qui s'observe chez la plupart des habitants de Tunis. Pendant ce temps, certains pointent du doigt l'absence de réponse adéquate aux attentes économiques et sociales des populations. D'autres critiquent non seulement un discours très faible des candidats, mais aussi une absence de pensée et de vision constructive. On était beaucoup mieux avant 2011 et c'est une erreur qu'on a fait. Et maintenant on paye. Pour moi, je ne m'attendais pas à ce que M. Karoui, qui se trouve en prison, et M. comment il s'appelle, Kais Saïd, se trouve au deuxième tour. Les deux candidats présentés comme finalistes ne rassemblent que le tiers des votants.
Le parti de Nabil Karoui pourrait bénéficier du bon score de son champion. En revanche, qu'adviendrait-il du vote de pro Kassaï Sayed, qui n'a pas de parti à mettre en avant au Parlement? Dans l'attente des résultats officiels, les tractations vont bon train, mais les Tunisiens estiment qu'aucun des finalistes ne pourra résoudre leurs problèmes dans le fond. Bonsoir à tous. L'Espérance de Tunis connaît désormais son parcours au Mondial des clubs 2019, tout juste confirmé, vainqueur de la Ligue des champions par la commission d'appel de la CAF. Eh bien, le représentant africain entamera sa compétition en quart de finale avec une opposition contre le champion d'Asie. En cas de qualification, les 100 et or affronteront ensuite le vainqueur de la Copa Libertadores. Sur l'autre voie, le CF Monterrey du Mexique croisera les crampons contre le champion du play-off entre l'hôte Al-Sadd du Qatar et Iguinée Sport de l'Océanie. Le vainqueur de ce match sera en face en demi-finale à Liverpool, champion d'Europe en titre et favori du tournoi. La Coupe du monde des clubs aura lieu du 11 au 21 décembre prochain au Qatar. L'Espérance de Tunis, qui a été accroché lors du premier tour de la Ligue des champions. Le tenant du titre a été tenu en échec 1-1 en N'Djamena par les Tchadiens d'Elect Sport. De son côté, l'Étoile du Sahel a concédé la défaite 2-0 au Ghana devant la Santé Kotoko. Les Congolais du tout-puissant Mazembe et de l'AS Vita Club ont ramené le nul blanc de leur déplacement respectif à Madagascar face à Forza Junior. Et au Togo contre l'ASEK, le Wydad de Casablanca s'est imposé 2-0 en Mauritanie face au FC Nouadhibou. L'autre club marocain, le Raja, n'a pas non plus tremblé à l'extérieur devant les Libyens d'Al Nasr. Victoire des Rajaouis 3-1. 2-0 pour les Algériens de la JS Kabylie aux prises avec les Guinéens de Oroya. Et vous l'avez vu, carton plein des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur le terrain des Seychellois de Côte d'Or 5-0. À Thiès, les Sénégalais de Génération Foot ont pris une petite avance sur les Égyptiens du Zamalek, battus 2-1 au grand bonheur du coach sénégalais Djiby Fall. Il fallait gêner l'adversaire parce que nous savions que c'est une équipe qui avait du rythme, qui avait beaucoup de matchs dans les jambes. Il fallait les presser au niveau du milieu et essayer de les contrer dans l'axe. Et je pense que c'est un choix payant. Nous n'avons pas de championnat et l'adversaire est à 34 matchs. On ne peut pas être dans nos temps forts durant 90 minutes. Vous avez vu vers la fin qu'on a souffert parce que l'équipe était un peu bas. Les raisons pour lesquelles l'adversaire nous a acculés. Et ça peut se comprendre, c'est le manque de rythme. Ce qu'il faut se féliciter, c'est qu'on a tenu tête à une très grande équipe du Zamalek. Donc il faut encourager nos joueurs et maintenant continuer encore à travailler pour aller chercher la qualification en Égypte. Au Nigeria, la commission anticorruption a procédé à la saisie de 12 propriétés des hauts responsables de la Fédération de football. La moitié des biens saisis appartient à Amadou Pinnick, président de la Fédération. Cette saisie est le dernier épisode d'une enquête ciblant de hauts responsables de la Fédération, accusés du blanchiment de plusieurs millions de dollars. Ils sont tous sous le coup de 3 enquêtes distinctes et doivent répondre de 17 chefs d'accusation allant de l'omission des déclarations d'actifs au détournement de 8,4 millions de dollars versés à l'instance nationale du football nigérien par la FIFA. On se rappelle encore en juillet dernier, la CAF a exclu Pinnick de son poste de vice-président à cause des charges pesant sur lui. C'est tout pour le sport. On se retrouve demain. Il est fidèle au rendez-vous comme chaque lundi. Arzouma Compaoré nous rejoint pour la rubrique Afrotech. Bonsoir Arzouma. Bonsoir Jacques et bonsoir à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, le développement de la télémédecine est en train de changer et d'améliorer les soins de santé en rendant possible le diagnostic et le traitement à distance. En effet, la vie de plusieurs patients, en particulier les patients cardiaques, a changé avec la mise en place d'un service pionnier de télémédecine au centre hospitalier universitaire de Bouaké. Désormais, ni le médecin ni le patient ne se déplacent. Des centres de santé sont reliés par ordinateur au service de cardiologie du CHU de Bouaké, permettant aux cardiologues de voir les résultats en temps réel, de les interpréter et de livrer un diagnostic et aussi de prescrire un traitement. Alors, le projet a été initié à la base par l'ONG Wake Up Africa et a déjà permis de relier 10 centres de santé. Son nouvel objectif est de relier un pool de 7 cardiologues de Bouaké à 20 centres de santé et donc de couvrir une plus large partie du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Vraiment un vélo pas comme les autres, c'est l'objet de votre focus de la semaine. Tout à fait Jacques. Alors cette semaine, nous nous rendons en Guinée-Bissau pour y découvrir un vélo d'appartement pas comme les autres, comme vous l'avez dit. Celui-là est fabriqué à partir de matériaux recyclés et sert à décortiquer les noix de cajou, principal produit d'exportation de la Guinée-Bissau.
Alors, avec sa selle et ses pédales, la machine de Ricardo, un jeune inventeur d'origine de Guinée-Bissau, ressemble à un vélo d'appartement qui allie l'utile à l'agréable. Suivez plutôt. C'est une machine à pédaler améliorée qui permet de concasser et de peler des noix de cajou. C'est aussi une machine de sport, comme vous pouvez le constater. Vous travaillez et faites du sport en même temps. Il m'a fallu beaucoup de temps pour construire cette machine parce que j'avais besoin d'inspiration. Les idées me viennent les unes après les autres. Parfois, il y a des erreurs, mais j'ai fini par l'améliorer pour qu'elle devienne meilleure. Alors, c'est au cours du premier salon des inventeurs de Guinée-Bissau que lui et de nombreux jeunes inventeurs ont émerveillé la foule avec leur créativité et leur ingéniosité, au grand bonheur du public et du président du salon, Dioniso Pereira, en personne. Suivez un extrait. Le but de la création du Salon des inventeurs de Guinée-Bissau est de découvrir les talents que nous avons dans notre pays. Comme vous le savez, en Guinée-Bissau, nous avons beaucoup de jeunes talents dans nos différentes régions. C'est pourquoi nous avons décidé de créer ce salon pour permettre à ces jeunes de présenter leurs travaux. Alors, tel que ce premier salon des inventeurs en Guinée-Bissau l'a démontré, le talent existe bel et bien en Afrique. Il faut juste des cadres similaires pour lui permettre de se manifester pleinement. Ouais, salon des inventeurs, justement, c'est l'occasion de parler folie d'invention. Je sais que vous attendez cette rubrique avec impatience, Jacques. Alors, c'est peut-être l'homme le plus rapide au monde. Son nom, Kihi Semour. Cet ancien barman passait son temps à admirer les autruches courir et c'est de là que lui est venue l'idée d'inventer des bottes bioniques. Ces dernières permettent aux hommes de courir à des vitesses bien au-delà des limites normales. Semour peut ainsi atteindre 40 km à l'heure. À côté de leur design original, ce qui surprend le plus dans ces bottes, c'est leur maniabilité. Elles peuvent glisser, s'arrêter et prendre appui même sur un sol meuble. Même si leur utilisation ne semble pas très confortable, le dernier modèle des bottes bioniques, le X17, est actuellement commercialisé comme un outil de mise en forme pour les sportifs. Et puis Jacques, alors pour refermer notre page tech de la semaine, je vous emmène au Sénégal pour y retrouver un passionné de drones qui travaille depuis des années avec les drones dans le secteur de la photographie et de la santé. Mais récemment, Mamadou Wadiop a décidé de travailler avec des forgerons locaux pour construire un drone entièrement fabriqué au Sénégal. C'est un reportage d'Issa Sarai de la ville de Mbour. Mamadou Wadiop, qui s'appelle Dr Drone sur les réseaux sociaux, est l'une des rares personnes, sinon la seule personne, de la région de Dakar à pouvoir réparer les drones cassés. Mais récemment, il a approfondi ses connaissances en consultant via Internet les constructeurs de drones du monde entier sur la manière d'en construire un lui-même. J'ai échangé avec des Chinois, j'ai échangé avec des Français qui m'ont un peu expliqué leur expérience en termes de conception de drones. Bien que Wad travaille beaucoup dans le secteur de l'audiovisuel, louant ses services à des équipes de reporters et de documentaires, son premier drone made in Sénégal sera destiné au secteur de la santé. Il répandra des produits chimiques pour empêcher la reproduction des moustiques dans les eaux stagnantes. Notre prototype du drone made in Sénégal, c'est un quadricoptère avec 4 hélices qui peut soulever 15 kg de charge utile, ce qui lui permettra de pouvoir embarquer un réservoir de 10 litres. Bien que tous les matériaux nécessaires à la fabrication du drone ne soient pas disponibles au Sénégal, Diop tient à prouver qu'il est possible de le construire dans son pays d'origine. La fibre de carbone ne peut pas, on ne peut pas le traiter, on ne peut pas l'avoir ici au niveau du Sénégal. Donc je l'ai commandé au niveau en Chine. Là, le traitement, ça s'est fait au niveau local avec des menuisiers métalliques. Ils m'ont beaucoup aidé même à pouvoir avoir ce que je voulais. Ça a été récupéré dans un frigo qui était à la casse. Alors que la demande de drones n'est pas élevée au Sénégal, elle augmente. Il y a la demande qui se fait, mais il n'y a pas encore du matériel, des dronistes proprement dit comme il faut. Il n'y a que Wad, c'est un petit groupe restreint. Et Wad est convaincu qu'il peut satisfaire la demande en drone au Sénégal à mesure qu'elle se développe. Isha Sarai, VOA Afrique, Mbour, Sénégal. Voilà, c'est tout pour Afrotech. On se retrouve lundi prochain. Merci bien. Zuma, vous revenez lundi. Merci.
l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé qui a accueilli le dernier défilé de Lomé Fashion Week 2019. Les stylistes ont rivalisé de création et d'originalité pour offrir au public un spectacle riche en couleurs. Tissus, pagne, batik, raffia et fourrure ont été agencés de façon harmonieuse pour des créations qui ont fait ressortir la beauté de l'Afrique. Ce styliste a présenté une collection qu'il a baptisée Afrique. Je me bats pour l'Afrique, je me bats pour les textiles africains. Je me bats pour valoriser tout ce que nous pouvons trouver chez nous pour faire nos vêtements. Alors il fallait que je sois un exemple. Voilà pourquoi je l'ai appelé tout simplement Afrique. Le spectacle de 2 heures a rassasié les amoureux de la mode qui ont fait le déplacement. C'était une soirée riche en couleurs, riche en créations. Cette édition de la Fashion Week Togo, nous avions apprécié et nous espérons surtout que les créateurs vont donner encore une fois le meilleur d'eux-mêmes pour les éditions à venir. J'ai apprécié toutes les collections qui ont été présentées ce soir. C'est une belle soirée, on a trouvé la soirée très cool. Ça n'a pas trop duré, les collections étaient waouh. Encore une fois, félicitations et à la prochaine édition. Malgré l'apparent succès constaté par les spectateurs, le combat de Lomé Fashion Week est loin d'être gagné. Le promoteur du festival veut s'attaquer maintenant aux préjugés et terminologies. Le terme mode africaine, je n'aime pas. Je préfère qu'on dise la mode made in Africa, la mode faite en Afrique. Mais quand on dit mode africaine, en fait, vous ghettoisez l'Afrique, vous ghettoisez les stylistes africains. En fait, le blanc qui attend ça va croire que c'est une mode faite seulement pour les Africains. Lomé Fashion Week vous donne rendez-vous en 2020 pour d'autres spectacles dans la capitale africaine du tissu pagne. Kay Lawson pour VOA Afrique, Lomé. Et voilà, rendez-vous est pris. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci à toute l'équipe qui se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée, une très bonne semaine. Merci, à demain.